Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous, juge Andrew Napolitano. Aujourd'hui, c'est le lundi 9 février 2026. Larry Johnson se joint à nous maintenant. Larry, merci mon cher ami, merci d'avoir organisé mon emploi du temps. Je voudrais vous parler en détail des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Mais avant d'y arriver, savez-vous pourquoi les médias sionistes dans les médias sionistes israéliens ont décrit la visite du premier ministre Netanyahu au président Trump mercredi comme urgente? Oui, ils sont complètement, vous savez, nous devons revenir en décembre de 1929. Vous savez, la dernière fois que Bibi a rencontré Trump, c'était il y a un peu plus d'un mois. La réunion du lundi 29 s'inscrit dans un cadre où, à seulement 24 heures du déclenchement d'une révolution de couleur en Iran, il est clair qu'elle est alimentée par les opérations du Mossad américain et britannique. À ce stade précis, mon plan avait été conçu pour que cette situation aboutisse par des protestations généralisées et des violences intenses, menant à une frappe militaire américaine prévue le 13 janvier, celle supposée renverser un régime. Cependant, ce plan s'est soldé par un échec retentissant. Les Iraniens, avec le soutien actif de la Chine et de la Russie, ont réussi à interrompre l'utilisation de Starlink, à bloquer l'accès à Internet et à démanteler les réseaux de communication facilitateurs de cette révolution colorée. Donc maintenant, nous sommes dans la deuxième phase et remarquez, vous savez, quand Trump a dit « Ah, nous devons aller sauver les manifestants », maintenant, vous n'avez rien entendu parler des manifestants. Trump s'est de nouveau tourné vers les armes nucléaires, mais on nous dit qu'il a détruit leur capacité nucléaire. Il a donc menti sur la vraie raison. Israël se préoccupe désormais des missiles balistiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vaincus dans la guerre des 12 jours. Ils ont reconnu que les missiles balistiques étaient une menace potentielle. Donc, priorité immédiate, faire agir Trump rapidement. Les moyens militaires sont en mouvement. Vous savez, plusieurs d'entre nous, vous savez, Doug et vous savez, John Milsham et les autres sont justes. Vous savez, nous reconnaissons à quel point ce serait stupide et dangereux si Trump continuait à faire ça. Mais ce n'est pas seulement les médias israéliens qui fomentent, parlent et soulignent cela. Here's Swara Assi wrote Sonar21.com. Je suis ami avec Stephen Bryan, un homme respectable. Stephen était secrétaire adjoint à la défense sous Ronald Reagan. À l'époque, il était un jeune homme, environ 30 ans. Mais, vous savez, habituellement, il écrirait qu'il était sioniste, mais il n'était pas l'un de ces gens fous. Il pourrait avoir une discussion raisonnable avec lui, mais il a juste écrit un article, vous savez, déchirant Witkoff en morceaux et décrivant ce qui s'est passé à Oman comme un désastre complet. Donc, vous savez, quand je vois des gens comme lui réagir de cette façon émotionnelle, vous pouvez parier avec chaque dollar que vous avez que quand Bibi apparaîtra, toute la coalition de la communauté sioniste va faire pression sur Trump comme il n'avait jamais été mis sous pression auparavant et il doit agir. C'est pourquoi je pense que malheureusement, nous nous dirigeons vers une nouvelle vague de guerre qui, vous savez, sera très, très dangereuse et pourrait être dévastatrice pour les États-Unis. Dans un courriel avec moi ce week-end, notre ami et collègue mutuellement cher Ray McGovern a déclaré que Trump n'attendait pas avec impatience de rencontrer son patron mercredi. Ray, fidèle à lui-même, a exprimé cela. Que fera Netanyahu? Faire pression sur Trump, exiger Trump, menacer Trump avec des révélations d'Epstein ou couper le soutien sioniste? À quel point cela serait radical?
Je pense que c'est très agressif et je pense qu'Alistair a raison. Vous savez, vous lui avez parlé il y a environ 1 heure et vous savez, Trump et son équipe ont été très efficaces jusqu'à présent en disant, eh bien, Trump n'a vraiment rien à voir avec Epstein. Ils se sont séparés, vous savez, et il l'a jeté hors de Sea Lake. Cependant, de nouvelles données apparaissent. Par exemple, je dois mentionner que ce qui a retenu mon attention avant tout, c'est une ancienne photographie datant de 2002 montrant l'épouse de Trump, Melania, en compagnie de Ghislaine Maxwell. Ce sont des petites amies proches. Je veux dire, vous savez, la personne qui a présenté Donald Trump à Melania était Jeffrey Epstein. Il y a donc encore beaucoup de choses ici que je pense ne pas être révélées. Je pense que les Israéliens sont tout à fait capables de faire pression sur Trump, qui n'a pas de vraiment bonnes options à cet égard. Les Iraniens vont-ils frapper en premier? Netanyahou est parti à l'étranger, il ne peut pas revenir. Pass probable. L'Iran, si l'Iran frappe en premier, il se contente des tentatives occidentales de perpétuer la fausse affirmation selon laquelle l'Iran est une force menaçante et que l'Iran est la source de la violence au Moyen-Orient. Je veux dire, c'est juste ridicule ou c'est censé être ridicule, sauf qu'il y a tellement de meurtres par les Israéliens. Vous savez, quand vous regardez combien de gens, par exemple, ils disent toujours, eh bien, nous devons couper le financement du Hamas et du Hezbollah parce qu'ils tuent tous ces Israéliens. Depuis 1982, moins de 5000 personnes ont été tuées par le Hezbollah israélien, le Hamas. En comparaison, on peut observer que ce chiffre reste nettement inférieur au massacre de plus de 70 000 individus dans d'autres circonstances. Mais les hommes, les femmes et les enfants que les Israéliens ont tués au cours des 2 dernières années, je veux dire, ce n'est même pas proportionné. Pourtant, le monde s'accroche à cette absurdité, à ce mensonge. Oh, l'Iran est un État terroriste majeur. En regardant attentivement les 46 ans écoulés, tout ce que l'Iran a entrepris semble être une réponse aux actions et provocations occidentales. C'est l'effort de l'Iran pour établir une nouvelle république islamique, un processus complexe et historique. Les États-Unis ont encouragé Saddam Hussein à entrer en guerre avec lui. Non seulement nous l'avons encouragé, mais nous lui avons également fourni les précurseurs chimiques qu'il a utilisés pour tuer plus d'1 demi-million d'Iraniens. Et puis, il se demande pourquoi crient-ils la mort à l'Amérique? Oui. Mon Dieu. Demain, à cette heure précise, je vais conduire une interview spéciale avec le professeur Mohammad Morandi, un ami proche basé à Téhéran. Que pourrait-il révéler sur la persévérance et l'esprit d'unité du peuple iranien dans ces temps éprouvants? Oui, mais je me sens plus en forme et optimiste que jamais auparavant. Ce que vous avez découvert met en lumière un profond fossé répandu. Le professeur Morandi était encore un adolescent au début de la guerre d'Irak en 1917, à laquelle il a participé et a été blessé 2 fois. Parlez-lui et vous ne saurez jamais qu'il est un ancien soldat. Mais parce qu'il était une âme si douce, ceux qui étaient plus jeunes que lui n'avaient aucun souvenir de guerre. Ce n'est qu'avant l'offensive, cette courte guerre de 12 jours commencée le 13 juin dernier, que vous avez pu observer un renforcement inédit de la solidarité chez les jeunes Iraniens. Donc oui, ils soutiennent toujours le gouvernement. Vous savez, vous avez peut-être 2020 où 30% de la population est contre la République islamique. Bon, bien, plus de 50% du public américain est contre Donald Trump. Donc, vous savez, c'est juste, vous savez, le gouvernement a toujours le soutien de la majorité et il est toujours intact. Si le ministre iranien des Affaires étrangères a pratiquement rejeté les conditions préalables élaborées grossièrement par le président et plus précisément par le secrétaire d'État Rubio, où vont aller les négociations américano-iraniennes? Eh bien, Iran. En fait, juste avant notre diffusion, un responsable du gouvernement iranien a déclaré qu'ils étaient prêts à négocier des restrictions sur l'enrichissement de l'uranium. D'accord, vous savez, pas plus de 60%, parce que certains d'entre eux sont utilisés pour des isotopes médicaux. Trump peut parvenir à un accord. L'Iran est prêt à conclure un accord. L'accord était qu'il permettrait une inspection complète de leurs installations nucléaires. Cette fois, ils vont complètement ignorer les directives de l'AIEA. Ils veulent aussi que la Russie et la Chine soient directement impliquées parce qu'ils ne font pas confiance à l'Occident.
Des limitations supplémentaires sur l'enrichissement sont envisagées avec potentiellement de nouvelles conditions à appliquer. Maintenant, ils sont prêts à conclure un accord, mais Israël leur demande de couper leur soutien au Hamas et au Hezbollah et de supprimer leurs missiles balistiques. Trump perroquait les mots, mais l'Iran dit non, nous n'irons pas par là. Donc, vous savez, je pense que ça arrive à la pointe. Le problème que je vois, c'est qu'il y a trop de personnes du côté américain qui exagèrent nos capacités militaires. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas examiné ce que nous avons fait aux Houthis, qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup moins armés en termes de capacité militaire par rapport à l'Iran. Et pourtant, ils nous ont chassés de la mer Rouge. Elle a dit que l'un des rhétoriques, celui qui se prétendait secrétaire à la guerre, je n'ai rencontré personne dans l'entourage de Trump qui pousse à la retenue. Cependant, parlons encore de l'Iran avant de passer ensuite à l'Ukraine. J'ai peut-être tout joué ça pour toi et Ray vendredi. Si je l'ai dit, je m'excuse, mais je veux que tu regardes. Regardez Trump essayer d'expliquer pourquoi il attaque l'Iran. Chris Briefing de NBC. Le guide suprême iranien devrait-il s'inquiéter maintenant? Je dirais qu'il devrait être inquiet. Oui, il devrait le faire. Comme vous le savez, il négocie avec nous. Les manifestants demandent où se situent les Américains. Vous leur avez promis un soutien à des moments cruciaux. Ce soutien est-il maintenant maintenu? Nous les soutenons avec force. Ce pays est plongé dans le chaos à cause de nos actions. Nous avons neutralisé leurs bombes nucléaires et envahi. Si nous ne démantelons pas les armes nucléaires, nous ne parviendrons pas à la paix au Moyen-Orient parce que les pays arabes ne le feront jamais. Ils ont très, très peur de l'Iran. Oui, ils n'ont plus peur de l'Iran. De majestueux bombardiers B-2 ont ciblé avec précision et détruit chaque bombe. Pourtant, dans un mois, ils auraient des armes nucléaires prêtes. C'est une grande menace qu'ils ne l'auront plus. Mais non! Si l'on détruit tout, quel serait leur choix? Chercheraient-ils à relancer la production nucléaire une fois que tout est effacé? On m'a dit qu'ils le faisaient. Et si c'était le cas, je les avertis maintenant que nous les renverrons pour faire leur travail encore. Et voilà encore. Donc, vous comprenez qu'ils essayent de le redémarrer et c'est pour ça que vous avez menacé d'utiliser la force? Ils ont essayé de revenir sur les lieux. Ils ne pouvaient même pas s'en approcher, complètement effacés, mais ils envisagent de construire un nouveau site dans une autre partie du pays. On l'a découvert. J'ai dit que si tu fais ça, on va te faire des choses très mauvaises. Envisageant de construire un nouveau site web, sait-il de quoi il parle? Non, il semble soit mal informé, soit délibérément avoir ignoré ce qui lui a été présenté. Vous voyez, les images satellites montrent qu'ils ont reconstruit le terrain à Fordo, ce site apparemment détruit. Encore une fois, il n'y a aucune logique parce que si vous l'effacez, cela signifie que vous l'avez détruit au point qu'il ne peut pas revenir. Vous savez, la DIA avait nié à l'époque et même maintenant, aucune suppression totale n'a été faite. Ils ont encore des capacités d'enrichissement. Il a été manipulé dans le processus et cela suscite une grande inquiétude chez moi. Nous découvrirons les vérités cette semaine. L'une des raisons pour lesquelles B est venu pourrait être qu'ils vont à nouveau coordonner les plans finaux sur qui va faire quoi, quand, où et comment. Mais ils oublient toujours que non seulement l'Iran a son mot à dire à cet égard, mais que la Russie et la Chine sont maintenant impliqués d'une manière différente en juin dernier. Il y a des navires de guerre et les navires de guerre iraniens rejoindront bientôt les navires chinois et russes et mèneront des exercices militaires navaux conjoints dans les prochaines semaines. C'est un exercice annuel, donc cela n'a pas été mis en place pour répondre aux tensions récentes. Mais avec la possibilité d'une frappe militaire américaine contre l'Iran, elle a également pris un nouveau sens et d'une nouvelle importance. Trump n'admettra jamais que la vraie raison d'attaquer l'Iran est de satisfaire Bibi, de satisfaire les donateurs sionistes de Trump. Eh bien, une fois de plus, ils se convainquent que l'Iran est la menace ultime. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de si étrange dans ce juge? Au début des années 1980, qui étaient les partenaires de l'Iran dans l'acquisition d'armes pour l'Iran? Ce serait Israël. Ainsi, à partir de 1981, depuis le début de la République islamique, c'est Israël qui est allé supplier Ronald Reagan pour fournir des pièces pour les avions F-4 Mirage qui faisaient autrefois partie de la force aérienne Shahs. Mais nous sommes maintenant sous le contrôle des Iraniens. Ce n'est qu'après que l'Irak a finalement cessé de constituer
une menace nucléaire. Vous savez, après l'invasion américaine en 1991, qu'Israël a commencé à faire ce tournant difficile à l'égard de l'Iran parce qu'il craignait que maintenant l'Iran puisse construire une arme nucléaire. Si vous écoutez ce que Zelensky a dit, pourquoi la Russie négocierait-elle avec l'Ukraine alors qu'elle rejette les exigences du Kremlin qui étaient de longue date il y a 3 ans et qui ne changent jamais? Oh, eh bien oui, ils ne devraient pas. Il n'y a rien à parler. Je veux dire, regardez, ce n'est pas un Russe qui peut entrer et s'asseoir avec eux et dire, d'accord, regardez, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, Crimée, ça ne fait pas partie de la Russie. Ça ne reviendra pas. Vous devez l'admettre. L'Ukraine ne le reconnaîtra pas. La seule façon pour eux de l'admettre est lorsqu'ils sont contraints de se rendre en raison de la victoire militaire de la Russie. Vous savez, la Russie veut maintenir autant de bonnes relations que possible avec les États-Unis. Mais franchement, que font les États-Unis? C'est juste, vous savez, comme ce qui s'est passé en Iran la semaine dernière. Ils ont eu des pourparlers en Iran, toutes de bonnes pourparlers, puis immédiatement imposent davantage de sanctions aux Iraniens et menacent d'imposer des sanctions de 25% à tout pays qui fait des affaires avec l'Iran, la Chine, la Russie, l'Inde. La même chose s'est produite en Russie. Nous ne lèverons pas les sanctions. Nous avons beaucoup de gens dans le gouvernement russe. Vous savez, Vyacheslav a coupé ça. Vous savez, il est une légende du sport russe. Pour l'amour de Dieu, il a joué pour les Red Wings de Detroit et lui a valu 2 coupes Stanley. Il a un Américain, il a une fille et un petit-fils qui vivent aux États-Unis, mais nous l'avons approuvé et ne l'avons pas laissé entrer. Donc, au lieu de faire des gestes réels et substantiels pour montrer que nous sommes sérieux, Trump a continué à envoyer Witkoff et Jared Kushner et d'autres qui semblent, vous savez, suivre Guy Grunbaum. Pourquoi? Ce n'était pas pour rien. On constate désormais grandement une montée de frustration dans le discours de Debbie Lavrov. C'était évident dans ses propos lors de l'émission de Rick Sanchez la semaine dernière, où la métaphore de la rose pour progresser avec les États-Unis semble perdre tout éclat. Et franchement, de plus en plus de Russes, les Russes éminents, sont de plus en plus frustrés, non pas à l'égard de Poutine, mais vous savez, voulant dire, regardez, nous devons juste dire assez, nous devons donner tout ce que nous devons maintenant. Nous n'avons pas reculé. Je crois qu'ils vont probablement dans cette direction. Voici le ministre des Affaires étrangères Lavrov intervenant plus tôt dans la journée avec ses perspectives bien affirmées. Le président Poutine a dit à plusieurs reprises « Non, nous ne refuserons pas l'utilisation du dollar sous Biden. Les États-Unis ont fait de leur mieux pour transformer le dollar en arme contre les disgrâces. » Je voudrais souligner que le gouvernement américain, malgré les diverses déclarations publiques que nous avons entendues sur la nécessité urgente de mettre fin à la guerre en Ukraine, initialement déclenchée sous l'administration Biden, nous devons parvenir à un accord pour la retirer de l'ordre du jour et ensuite créer un avantage mutuel. Les investissements russo-américains et d'autres coopérations ouvrent de prometteuses perspectives. Mais aucune des lois adoptées par Biden pour punir la Russie après le début de l'opération militaire spéciale n'a été contestée par l'administration Trump. Par exemple, la prolongation de la loi d'urgence en avril est centrée sur la punition de la Russie et l'imposition de sanctions à la Russie, y compris le gel de nos réserves d'or et de change. L'attitude russe en politique étrangère a été explicitement reconnue comme hostile, engendrant des répercussions. Et cite des exemples d'ingérence dans les élections américaines, c'est exactement ce que le président Trump s'oppose catégoriquement et rejette chaque jour. Et les violations du droit international et des droits de l'homme, cette liste ne finit jamais. Tout c'est du pur bidenisme que Trump et son équipe rejettent catégoriquement, mais qu'ils l'étonnent quand même sereinement. Sa théorie est que la loi sur les sanctions contre la Russie est toujours en vigueur. Bidenisme pur que Trump et son équipe ont catégoriquement rejeté, mais qu'ils l'ont prolongé. Oui. Vous savez, là, vous voyez ce que nous avons fait, pas ce que nous avons dit. Trump, il y a plusieurs choses que l'administration Trump peut faire immédiatement comme un geste envers la Russie pour montrer que nous sommes sérieux à propos de la recherche d'une solution diplomatique pacifique. Mais nous ne le sommes pas. Voilà le but. C'est un jeu. Tout ce qu'ils ont à faire est de dire, d'accord, nous allons revenir au traité ciel ouvert.
Ayons maintenant des vols directs entre les États-Unis et la Russie. Vous savez, vous et moi le savons tous les deux, bien que maintenant, aller en Russie est un voyage d'exploration et de douleur. Vous passerez environ 30 heures à travers différents pays. Ils peuvent restituer les biens confisqués par Barack Obama à l'ambassade et au consulat de Russie à New York le 20 décembre 2020 ou le 20 décembre 2016. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Trump peut donc faire beaucoup. Là, nous avons été l'agresseur pour montrer que nous allons reculer. Ce n'est pas encore fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi Poutine vient de dire à Witkoff et Kushner qu'ils veulent venir la prochaine fois. Les gars, si vous venez, c'est ce qu'on attend de vous. Vous allez lever ces sanctions. Tu veux faire quelque chose de positif, sinon on n'a rien à parler. Larry, merci beaucoup, mon cher ami. Comme toujours, une analyse très, très utile. Passez une bonne semaine. Nous sommes impatients de vous voir avec Ray, qui sera diffusé vendredi. D'accord, mon ami. Je vous remercie. Je vous remercie. 11 heures. Désolé, 10 heures ce matin. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur